30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale, 63 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, pays de Lumumba, pays de Mobutu, de Kasavubu, de Mzee Kabila, pays d'Étienne Tshisekedi. Le pays a-t-il avancé ou reculé? Quel est l'état de la République démocratique du Congo 63 ans après? Alors, madame, monsieur, nous en parlons cet après-midi avec nos invités. C'est monsieur Joe Mayele, il est de Force populaire des démocrates FPD, un parti politique de l'Union sacrée. Il n'est pas seul, il sera avec monsieur Symphorien Kaembe, il est analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bonne fête de l'indépendance tout d'abord. Pareillement. Merci, pareillement. Alors, bonne fête à vous aussi, monsieur Kaembe. Merci, pareillement. Je ne dirais pas que c'est la fête. Et donc, on est en train de réfléchir par rapport à tout ce que nous avons acquis des colons. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes où? Qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir de notre pays? Est-ce qu'il faut aujourd'hui faire comprendre aux gens que le temps n'est plus de faire des tours en Europe, de faire des tours aux États-Unis pour trouver la solution de notre pays? Je crois bien que la solution pour notre pays, c'est à l'interne de notre pays avant de faire appel aux autres nations qui peuvent nous aider d'aller au sud de la. Mais la réalité est contraire. Ce qu'on vous dit que c'est plus le temps d'aller faire un tour à l'étranger. La solution, c'est en République démocratique du Congo. On voit par exemple pour la question sécuritaire, les pays recourent toujours aux forces étrangères pour prêter main forte à nos forces armées pour résoudre ce problème sécuritaire. Bon, madame, il faut comprendre qu'en dehors que l'État, comme l'État congolais, peut engager tout un pays, mais il y a des individus aujourd'hui qui sont en train de faire des navettes dans des salons diplomatiques à l'extérieur du pays pour chercher je ne sais pas quoi, si c'est l'indépendance économique, si c'est l'indépendance politique. Donc, tous ces mouvements que certains politiciens sont en train de faire, pour moi, je vois qu'ils sont en train de cracher sur la mémoire de Lumumba, cracher sur les gens qui ont fait assez qu'on nous donne l'indépendance aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont insisté sur une indépendance totale. Mais aujourd'hui, les politiciens donnent l'impression comme si nous sommes en train de chercher quelque chose qui est encore resté entre les mains des colons. Pourtant, nous sommes déjà indépendants. C'est à nous de se regarder en face et dire que notre pays doit se développer. À des places. Aujourd'hui, vous évoquez l'histoire concernant les aides. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Ça n'écarte pas. Donc, notre souveraineté reste à ce moment-là entre nous. Mais lorsque nous cherchons à faire appel à d'autres nations pour nous aider sur un quelconque problème. Mais ce que moi, je cite, sur des navettes, il y a des politiciens, vous-même, vous le savez, qui font des tours en Europe. Ils pensent que non, les pays entrent maintenant les mauvaises mains. Pourtant, c'est nous-mêmes les Congolais aujourd'hui qui gèrent ce pays. Alors pourquoi nous voulons à tout moment combattre les jeunes frères, nos papas qui ont déjà combattu, qui sont maintenant dans la politique active? Ils ne savent pas que Lumumba avait gaspillé tout son temps. Lumumba avait géré ce pays. Il voulait que ce pays soit géré de manière très propre, que les Congolais se retrouvent. Nous sommes un pays vraiment qui a des potentiels, mais des potentiels qui ne profitent pas aux Congolais, qui profitent qu'aux étrangers. Qui font appel à ces étrangers-là, ce sont les Congolais. Quels sont les Congolais-là? Nous allons les parler tout au long. Non, il faut les dire carrément. Quels sont ces Congolais-là dont vous faites allusion? Je parle des politiciens. Parce qu'un Congolais qui sort les matins, qui cherche son pain, qui cherche la chikwang, ne peut pas aller parler à un blanc pour lui dire que regardez, si vous me mettez à la tête du pays, c'est moi qui va faire mieux que vous. Donc, quand vous allez en Europe, vous allez dans des salons diplomatiques des Américains pour demander les pouvoirs. Je ne sais pas si ce sont les Américains qui donnent les pouvoirs aux politiciens en Afrique. On ne parle pas, sur ces points-là, c'est sur les plans africains, vous trouvez que les hommes politiques ont tendance à donner les pouvoirs aux impérialistes. Donc, ils pensent qu'aujourd'hui, pour diriger un pays africain, les pouvoirs doivent toujours provenir de l'Europe. Pourtant, ce sont les peuples ou la population congolaise ou la population africaine qui est censée donner les pouvoirs.
à chaque fois selon la constitution ou selon les constitutions de chaque nation dans notre continent africain. Vous avez dans notre constitution que non, il faut qu'un président puisse faire 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, c'est au président qui a déjà peut-être fait 5 ans de retourner au peuple congolais de demander le mandat. Mais vous avez quelqu'un qui... C'est pas à l'étranger. Non, ce n'est pas à l'étranger. Donc vous êtes contre cette pratique-là? Je suis contre cette pratique-là parce que nous appelons aujourd'hui un pays indépendant. Lorsqu'on est un pays indépendant, on ne dépend pas des autres nations. On doit s'assumer sur tout ce qu'on fait. Je n'exclus pas l'aspect diplomatique. Oui, la diplomatie, comme toute nation du monde, on a besoin des vrais dans la diplomatie. Mais lorsque vous... Mais pas la dépendance. Il y a un peu une confusion. Alors, M. Joe Mayele, 63 ans après, ça sera d'ailleurs la grande question. Est-ce que le pays a avancé ou le pays a reculé? Est-ce que doit-on regretter les colonisateurs, les Belges aujourd'hui? Parce que si on regarde un peu la marche, est-ce qu'on a avancé ou on a reculé? Alors, merci madame pour cette question qui est pertinente parce que nous réfléchissons en République. Ici, nous parlons RDC. Alors, il faudrait amorcer certaines réflexions qui partent plutôt au-delà de ce que nous sommes. Alors, je pense que, moi, je vais commencer par un diagnostic. Il faudrait faire un diagnostic pour savoir nous étions où, nous sommes où et nous partons où. Alors, l'RDC, qui est notre pays, a été indépendant le 30 juin 1960. Vous allez comprendre que d'une manière politologique, le Congo a connu 3 formes des régimes démocratiques dans sa représentativité. La constitution de 1960, qu'on appelle la loi fondamentale, proclamait un régime démocratique de type parlementaire. Nous venons en 1964 avec la constitution de Lulabourg, c'est la même démocratie de type parlementaire, mais avec un État fédéral. Lorsque nous venons en 1967, vous allez constater que on va transcender la démocratie, on va partir dans une démocratie qui est présidentielle, mais avec un régime multipartisme, le multipartisme à 2. Alors, ce régime présidentiel va nous amener vers une dérivée, les régimes présidentialistes. Après ces régimes présidentialistes, nous allons aller maintenant s'asseoir dans la dictature. Après cette dictature, vous allez comprendre que le début des années 90 sera avec les courants de l'Occident. Vous allez comprendre qu'il y aura maintenant une dislocation avec les régimes dictatoriaux et il y aura les vents démocratiques. Et de 1990 jusque vers les années 2001, nous avons connu une perturbation au sein des régimes, au sein des régimes politiques. Alors, c'est en 2002 où nous avons connu une sorte de régime collégial avec la formule que moi j'appelle le monstre à 4 têtes. Alors, nous quittons le monstre à 4 têtes. Nous revenons maintenant dans la dernière forme du régime démocratique dans sa représentativité, c'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Alors, politologiquement, le Congo a navigué sous ces 3 régimes-là. Alors, il faudrait aussi se poser, il y a parmi plutôt les diagnostics que j'ai eu à faire, il y a aussi un élément très important, ce qu'on appelle la culture politique des Congolais et des autorités politiques congolaises. Le Congo a connu aussi toutes ces 3 cultures politiques plutôt. Au début, nous étions dans une culture politique paroissiale, où la population congolaise était écartée des choses politiques, où la population congolaise ne savait même pas comment est-ce que la chose publique était gérée. Vous allez comprendre que lorsque nous sommes arrivés à l'aube de l'indépendance, c'est pour la première fois que les autorités congolaises ont su comment est-ce que marchent les choses. Cette première fois, c'était où? C'était à la table ronde politique. C'est pourquoi vous allez comprendre que les premiers pas de l'État congolais ont été des pas biaisés. Alors, nous avons essayé de marcher avec ces régimes politiques, cette culture politique paroissiale. Et après, vers les années 80, fin années 80, début 90, c'est lorsque le Congolais va quitter la culture politique paroissiale pour maintenant intégrer la culture politique des suggestions, où le peuple congolais connaît maintenant les régimes politiques, comment est-ce que ça marche, mais ne s'intègre pas corps et âme. Alors, lorsque nous quittons ces régimes politiques paroissiales, nous venons vers les années 1997, nous montons jusqu'en 2006, c'est lorsque le Congolais va maintenant s'accaparer de la culture politique participante. Le Congolais va quitter la dimension d'être spectateur,
Il va quitter la dimension de connaître, mais il va entrer maintenant dans la dimension que lui-même va participer. Il va savoir comment est-ce que les choses marchent, comment est-ce que la res publique marche, et il revendique ses droits et devoirs. Vous allez constater la démocratisation. La démocratisation aussi. Vous allez comprendre aussi un élément très important du point de vue démographique. Le Congo a avancé. Et lorsque les colons nous ont laissés, nous étions à peine des millions. À peine nous atteignions des millions. Mais aujourd'hui, si nous pouvons estimer, nous sommes à plus de 100 millions. L'accroissement de la population. Oui, l'accroissement de la population. Ça fait partie de l'avancement. Non, je ne parle pas de l'avancement, mais j'ai dit des faits. Des faits, hein. Alors, la population, il y a l'accroissement oui. de la population dont vous faites allusion, mais l'impression c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire que, par exemple, les constats qui font certaines personnes, certains observateurs, par exemple le quartier, on prend la commune de la Gombe par exemple, il y a eu accroissement de la population. Aujourd'hui, c'est seulement les nombres ou des infrastructures que les Blancs avaient laissées qui demeurent, et voilà, il y a des embouteillages par exemple. On peut comprendre que cette illustration. Non, si les gens disent que rien n'a changé, c'est être menteur, parce que je vais vous dire, l'immeuble du gouvernement, l'immeuble intelligent qui est là, lorsque les colons étaient partis, n'avaient pas laissé ça. Il y a des choses qui ont changé, et il y a des choses qui... Ça a compté au bout de doigt, hein. Il y a des choses qu'il faudrait toucher. Par exemple, il faudrait nous parler de la redéfinition de la ville-province de Kinshasa. C'est de ça qu'il faut parler. Parce que lorsque l'homme blanc nous a laissés, il y a certaines communes qui étaient habitées, et il y a certaines communes aussi qui n'existaient pas. Alors, ces communes-là qui n'existaient pas, aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle une autoconstruction. Alors, ça relève maintenant de l'autorité urbaine, parce que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Ça relève de l'État, de l'autorité urbaine, de pouvoir réfléchir sur une redéfinition de la ville-province de Kinshasa. Donc, cela ne dit pas que si il y a certains bâtiments qui sont utilisés, moi je pense que c'est même un héritage colonial qui est positif. Il y a eu un surpeuplement, voilà. C'est-à-dire un surpeuplement, l'exode rural, tout le monde vient à la ville, voilà. Ben exactement, il faut se poser pourquoi il y a eu exode rural, parce que dans la tête de ceux qui sont dans ces villages-là, pensent que les bien-être, c'est toujours être dans la capitale. Aussi, ces villages ne sont pas développés, hein, parce qu'on s'intéresse plus à la capitale. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est pourquoi, lorsque j'étais en train de parler dans mon analyse politologique, j'ai fait allusion aux 4 régimes politiques. Cette allusion aux 4 régimes politiques, maintenant, comme ce sont des choses abstraites, il faudrait les charger sur les personnes qui ont géré la chose publique. Ces régimes politiques-là ont été incarnés par des personnes. Donc chaque personne qui a eu une portion de la gestion du Congo a un poids historique pour le Congo. Par exemple, ceux qui ont géré pendant 18 ans, ils ont un poids historique. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'est du pays. Ils ont un poids historique, même s'ils dorment dans leur tombe avec les slogans « Héros national ». Je pense qu'ils ont un très grand poids historique. Avant 18 ans, il y avait aussi 32 ans. Ils ont aussi un poids. Avant 32 ans, il y avait aussi... mais il faut se poser la question... Sassavoubou, oui. Mais il faut se poser la question, pendant 32 ans, qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Moi, je pense que pendant 32 ans, il y a l'identité congolaise était la meilleure. Mais après 32 ans, les Congolais devenaient un escroc, un malin, un voleur. C'est ce qu'on a, on a pris du Congolais à l'extérieur du pays. C'est parce que nous sommes venus... Il y a un homme qui a été assoiffé du pouvoir, il y a un homme qui s'est dit, bon, je surpasse les intérêts de la République et j'ai fait primer mes intérêts. Donc je pense que si nous partons dans l'allée du diagnostic, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés avec les 63 ans d'indépendance, il faudrait que nous dégageons, peut-être les politiques vont appeler un consensus, mais il faut que nous dégageons un constat. C'est un constat qui va nous permettre à ce que, dans les années à venir, que nous puissions mieux orienter la chose publique congolaise. Parce qu'un jour, nous parlons comme ça, un jour aussi on aura un compte à rendre aux générations futures. On dira que voilà, nous avons œuvré dans la sphère politique, vous avez remis dans le journalisme, mais qu'est-ce que vous avez légué au Congo comme héritage? Donc, il a fallu d'abord faire une grande question. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui estiment que l'indépendance était précipitée à voir l'état actuel du pays? On dirait par exemple de la ville de Kinshasa qui était propre avant l'indépendance. Aujourd'hui, l'état dans lequel elle se trouve. Je pense que s'ils disent que l'indépendance était précipitée, peut-être ils ne connaissent pas le Congo. Parce que
même si on avait laissé 30 ans, 40 ans, au fait, le Congo dans sa dimension géopolitique déjà, dès 1885, c'était un élément très important pour le puzzle mondial. Le Congo s'est fait discuter avant que les colons y arrivent. Vous allez, lorsque nous allons à la conférence de Berlin, il y a eu un problème déjà pour que ces grandes puissances, la France, la Belgique, le Portugal, acceptent que Léopold II puisse avoir une grande portion comme le Congo. Parce que dans les découvertes de Livingstone, Henri Mortin Stanley, ils ont découvert un monde nouveau avec beaucoup de potentialités et beaucoup de richesses. Donc, déjà, de la jeunesse de cette gymnastique, il y avait un problème. Donc, moi, je pense que 1960, 1970 ou 80, cela ne changerait pas. C'est juste que ces personnes-là avaient, moi je dis que nos colons avaient une mauvaise foi. C'est pourquoi vous allez constater que même l'administration belge, c'était une administration indirecte. Même le système éducationnel belge, c'était un système éducationnel grabataire. Donc ça signifie qu'on apprenait aux colonisés les tâches les plus primaires. Mais les tâches les plus grandes qui reflétaient la gestion de la chose publique, on ne les apprenait pas. C'est pourquoi, lorsqu'on va aller à la table ronde, on vous dira que les autorités congolaises étaient pour la première fois face aux réalités de la chose publique. Et c'est là où l'histoire politique du Congo, ou soit le départ politique de la République démocratique du Congo, a été biaisé. Donc, c'est un peu ça, madame. Voilà, Monsieur Kayembe, les RDC 63 ans après, est parmi les pays les plus pauvres et instables. Alors, quand on regarde son économie, alors, que faire pour redresser le pays? Est-ce qu'il faudrait-il encore recourir à ces blancs? Parce que bien que vous l'avez refusé tout au début, mais pour le développement du pays. Bon, je crois, lorsqu'on va faire une analyse comparative avant et après l'indépendance, tout le monde constate qu'il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement dans la façon où les Congolais qui sont devenus dirigeants n'ont pas su maintenir la gestion ou le développement. Vous constatez que les gens sont en train de faire des révélations pour dire qu'avant l'indépendance, on était mieux que Canada, on était mieux que Haïti, la Chine. On dit même qu'il y avait, par exemple, à l'UNIKIN, des étrangers qui venaient pour étudier, les gens venaient de l'extérieur pour se faire soigner. Mais pourquoi on a vraiment rétrogradé? Tout à fait. Mais cela ne veut pas dire qu'on puisse faire encore appel aux Blancs. Non, ce n'est plus le temps. C'est quoi, le manque de volonté ou quoi? C'est le problème de la conscience. Nous devons être conscients, savoir que c'est notre pays, parce que chaque Congolais est ambassadeur. À chaque fois que nous sortons notre pays, nous sommes des porteurs des messages de notre nation. Aujourd'hui, le problème se trouve au niveau de la gestion. La gestion qui a un peu de problème avec la démocratie comme système, comme régime. Vous constatez que les Congolais exigent plus qu'il y ait la démocratie que le développement. Comment ça? Je vais vous expliquer, madame. Comprenez que les gens confondent que la démocratie, lorsque on est un pays démocrate, c'est à ce moment-là qu'on va parler du développement, c'est autour du développement des questions qui veut à ce que l'économie se développe, qui veut à ce que les sociales, les Congolais soient meilleurs. La démocratie aujourd'hui est devenue un problème pour tous les politiciens. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir il y avait combien de partis politiques lorsque nous sommes allés demander l'indépendance? Et aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à plus de 900 partis. 910 partis politiques. Et demander, nous avons combien de sociétés? Nous avons combien d'entreprises privées, pas de l'État? Et combien d'entreprises de l'État que nous-mêmes nous avons détruites sans créer d'autres? Vous comprenez que c'est la conscience. Quand l'homme congolais arrive au pouvoir, il y a un problème dans sa tête. Il veut d'abord manger et ne songe pas au social du peuple congolais. Donc, nous sommes en train de créer des partis politiques. On crée des partis politiques. Demain, peut-être ça sera moi ou vous. Vous allez aussi créer votre parti politique. Et vous trouvez que dans notre société congolaise, tous les partis politiques qui œuvrent,
ils ont la même idéologie, des mêmes pratiques. Et je me demande pourquoi les Congolais continuent toujours de multiplier des partis politiques. Alors que faire pour les décourager? Parce que vous dites qu'ils sont des partis de trop. Voilà pourquoi je suis en train de décourager? Je ne refuse pas la démocratie. Mais il faut qu'on puisse un peu régler certaines choses. Nous le voyons à travers le monde. J'ai suivi les présidents, les poutistes ici, les Guinéens. Il a limité. Il a parlé des limitations des partis politiques dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des désordres. Les gens peuvent se regrouper. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, nous trouvons le président Félix Tshisekedi, nous trouvons le président Vital Kamerhe, nous trouvons le président Jean-Pierre Mbemba. Donc, il y a tous les gros poissons de la scène politique congolaise qui sont autour d'une idéologie ou d'une vision pour faire développer les pays. Mais vous allez trouver qu'en dehors de ces gens-là, il y a d'autres personnes qui sont aussi ensemble. Là, je fais allusion au Catoire qui a vu les jours à Lubumbashi. Donc, je cite l'opposition, les résistants. Les Catoires là. Et en dehors de ces gens-là, il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui les centres, il y a la société civile, et il y a l'église aussi. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Alors, les buts poursuivis de la démocratie dans notre... On ne peut pas définir seulement la démocratie, faire allusion à la démocratie comme liberté d'expression et la démocratie, liberté d'expression, on peut réclamer liberté d'expression. Mais vous êtes libre. Dès lors que vous avez faim, est-ce que vous allez parler? On doit se poser des questions sur comment manger. Aujourd'hui, les Belges nous ont laissé à quelques nombres comme ça, des millions. Mais regardez la démographie. Regardez comment les provinces que nous-mêmes nous avons cherché à ce qu'il y ait la décentralisation. Est-ce que la décentralisation est effective dans toutes les institutions territoriales? Aujourd'hui, vous avez des institutions qui fonctionnent parce que ce sont des institutions territoriales. Mais en réalité, comme ça, il n'y a pas de fonctionnement noir et sur blanc. Il n'y a pas de fonctionnement. Donc, vous avez les gens qui sont là, qui sont en train de créer des histoires pour faire plaire. Par exemple, vous avez, même au sein de l'Union sacrée, je suis analyste proche de l'Union sacrée, de la CIM, mais vous sentez que même au sein de l'Union sacrée, il y a des flatteurs, les gens qui ne regardent pas l'avenir de ces pays. Aujourd'hui, pour parler de l'économie de ce pays, il faut vraiment marteler sur l'augmentation des partis politiques. Il faut qu'on puisse un peu essayer de limiter les partis politiques. On ne peut pas aller au-delà des 9 Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Les mots qui rangent les pays, vous croyez? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que si on limite le nombre de partis politiques. Oui. Oui, si on limite aujourd'hui le nombre de partis politiques, les gens vont se réaliser sur une idéologie, une vision. On dit que non, je suis derrière le président Jean-Pierre Mbemba. Lorsque je suis derrière le président Jean-Pierre Mbemba, le président a telle vision. Et vous avez par exemple pris tous les partis. Les partis sont maintenant restés 3 ou 4. Et vous prenez 200 partis qui se sont ralliés derrière. Parce que quand vous regardez tous les partis là, nous parlons qu'une même idéologie. Les sociales, nous avons les démocrates, nous avons les républicains. Donc, des choses comme ça qui restent vraiment donc sans fondement. Donc les gens qui créent seulement des partis politiques pour que demain, lorsqu'on va faire sortir un gouvernement, qui se retrouve comme un ministre. Pour s'enrichir. Pour s'enrichir. En réalité, comme ça, il n'y a rien de politique. Il n'y a rien de politique au sein de certains partis politiques. Merci, donc, pour parler, s'il vous plaît, pour parler de l'économie de notre pays, c'est ça le problème que nous devons nous interroger jour et nuit, nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que demain, tous ces gens que nous sommes en train aujourd'hui de vilipender, ils sont en train de gérer mal le pays, nous allons les remplacer. Alors, la jeunesse doit prendre conscience d'abandonner toutes les mauvaises habitudes que nous voyons chaque jour à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers des manifestations politiques. Parce que nous disons, aujourd'hui nous avons 63 ans. 63 ans, quand vous regardez un papa de 63 ans, un papa responsable. Donc le Congo est maintenant un papa responsable qui est censé laisser aux enfants des biens, laisser aux enfants des parcelles, laisser les enfants dans une bonne vie. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, vous avez vraiment l'impression que le Congo, on est en train d'essayer, on sait que non, on va se développer, on sera émergent un jour. Non, on ne rêve pas, on ne peut pas continuer à rêver que le Congo sera émergent un jour. Pendant que nous ne préparons pas
Nous ne préparons rien pour que le Congo émerge. Nous ne préparons rien. Voilà. Tout ce que nous avons Merci. comme richesse, comme potentiel, les Congolais ne profitent pas ça. Ce sont toujours les gens-là que vous appelez, vous les politiciens, vous appelez ces gens-là. Venez m'accompagner, venez faire ceci, venez faire cela, pour vos intérêts. Il faut que cela cesse parce que nous avons déjà atteint 63 ans d'âge. Qu'est-ce que nous, les Congolais aujourd'hui, nous sommes devenus après que les colons nous ont légué un beau pays avec des entreprises, avec des institutions qui fonctionnaient normalement. Et quand vous regardez les universités de l'État, c'est seulement avec l'avènement de Félix que vous constatez que non, il y a des modifications, on est en train de réhabiliter. 63 ans après, on réhabilite les universités, on n'a pas créé de nouvelles universités. Bon, on comprend qu'il y avait un moment où les gens pensaient que le Congo était un royaume. Il y avait un moment où les gens sont arrivés au pouvoir, je ne sais pas par quelle magie, dans un système qui n'existe pas. Aujourd'hui, je pense que demain, mon fils va aussi me succéder pour être aussi analyste politique, je ne sais pas par quelle magie. Merci, M. Symphorien Kayembe. Alors, la République démocratique du Congo, avant 1960, il y avait des Congolais qui étaient salariés, il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de chômeurs. Voilà un peu tout cette image qui représentait la République démocratique du Congo avant l'indépendance. Aujourd'hui, par exemple, si on prend du point de vue économique, RDC, pays riche, terre arable, mais la population meurt de faim. Nous dépendons toujours de l'extérieur. Il y a quelqu'un même qui dit, même pour les cure-dents, nous devons importer. Madame, c'est clair et simple. Il y a une pathologie qui nous ont légué les colons. Cette pathologie qui a fait que jusqu'à aujourd'hui nous soyons dans ces désordres. Vous savez, lorsque l'homme blanc voudrait partir, il a su que l'unité était quelque chose de très important. Et si ces gens doivent être unis ou ces gens devraient être unis, ça serait leur force. Alors, il a laissé une pathologie des clivages. Certes que vous allez comprendre que dans les luttes politiques congolais, il y a deux clivages qui se sont manifestés. Il y a ce qu'on appelle les nationalistes et les pros-occidentaux. Alors, les nationalistes et les pros-occidentaux ont fait qu'il y ait cette bagarre-là jusqu'à aujourd'hui. Le Congo, jusqu'à preuve du contraire, nous peinons pour construire une nation. La nation congolaise, c'est d'abord la nation d'une manière générale, c'est une manière collective de vivre ensemble, une manière de bannir les clivages et d'avoir une appartenance identitaire, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la culture. Et vous allez comprendre que le Congo, avec son accession à l'indépendance, n'a pas construit une nation, mais a construit d'abord un État. Et la question de la nation est venue après. Avec la diversité ethno-tribale que nous avons dans notre pays, l'histoire de la RDC nous apprend qu'il y avait des royaumes, il y avait des empires, et il y avait une sorte d'administration et une sorte de territorialité qui régnait ici au Congo. Alors, il a fallu d'abord construire cette nation. Alors, parce qu'au-delà de la nation, la casquette juridique qui est l'État vient couvrir. Mais nous n'avons pas construit la nation. Nous avons construit d'abord un État. Et nous avons peiné. Alors, c'est pourquoi vous allez comprendre que dès les premiers pas de l'État congolais, il y a eu une dislocation d'abord pour que l'État congolais y soit. Il y a ceux qui ont pensé que nous devons muter vers un État fédéral. Il y a ceux qui ont pensé avec Lumumba et les autres que nous devons muter vers un État unitaire. Et après, nous sommes partis avec les sécessions katangaises, les différentes guerres, la sécession katangaise. La sécession katangaises soutenue par qui? Il ne faudrait pas se voiler, soutenue par les Belges et les Américains. Lumumba, par son élément nationaliste, est parti vers les communistes. Donc vous allez comprendre que moi je pense que c'est un plan machiavélique qui a été déjà bien arrangé depuis la nuit des temps. Mais alors, 63 ans après, ces plans continuent toujours à arranger. Non, il n'y a personne pour briser cela. Non, ces plans machiavéliques a été arrangé depuis la nuit des temps. Et ils ont su que pour la concrétisation de ces plans machiavéliques, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme j'ai dit, j'ai fait mon balade historique. Il faudrait passer par le Congolais. Il faudrait détruire. Alors,
Comment faire? Il faudrait chercher certains Congolais qui sont assoiffés du pouvoir, que nous appelons les pros-occidentaux. Nous avons vu, moi et vous ici, qu'avec le Rwanda, nous n'avons jamais eu de problèmes. C'est à partir de 1994-96 que nous avons commencé à avoir des problèmes. Et c'est parti par qui? Par l'instrumentalisation d'une personne. Lorsqu'aujourd'hui on parle de plusieurs groupuscules à l'est du pays là-bas, vous allez constater que ce sont certains Congolais. L'état de siège arrive. Vous allez constater que s'il y a des systèmes qu'on a démantelés, il y a certains Congolais qui sont à la base du ravitaillement, des groupes rebelles, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il faudrait passer par le Congolais pour détruire son pays. Pourquoi? Le Congo ne peut pas se développer pour eux. L'homme blanc, il pense que le Congo ne peut pas se développer parce que si le Congo se développe, c'est le pays des Grands Lacs qui va se développer, c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique, et il y aura une rupture entre l'Europe et l'Afrique, et nous allons avancer. Et je pense que dans la ligne où nous sommes, il faut commencer maintenant comme orientation, il faut commencer à redéfinir beaucoup de choses. Mon ami a parlé d'une question très importante. Il faut se poser la question, est-ce la démocratie est équivalent au développement? Non. L'Arabie Saoudite n'a pas de démocratie, il y a une théocratie, mais l'Arabie Saoudite est développée. Les Émirats Arabes Unis ont... Merci beaucoup. Les Émirats Arabes Unis ont aujourd'hui n'ont pas une démocratie, mais ils sont développés. Alors, il faut commencer à réadapter certaines choses aux Congolais, au modèle congolais, même les systèmes éducatifs. Il faut commencer à les réadapter au modèle congolais, le système démocratique, les réadapter au modèle congolais, ou soit carrément partir dans une dictature éclairée. Pourquoi pas? Parce que aujourd'hui, nous voulons le développement de la RDC. Mais dans quelle formule qu'il faudrait vouloir le développement de la RDC? Mon ami l'a dit, il y a certaines entreprises de l'État, lorsque vous voyez la gestion de ceux qui ont été à la tête, vous allez voir que c'est une gestion calamiteuse. Les entreprises étatiques sont devenues des vaches au lait. Père son âme, je ne vais pas citer son nom, je connaissais un professeur quand j'étais encore à l'UNIKIN, il était ministre de l'ESU. Lui, lorsqu'il passait dans mon université et dans certaines universités étatiques, on arrangeait déjà pour lui une enveloppe kaki. Ah bon? Parce que je sais que vous connaissez ces ministres, mais père son âme, comme c'est déjà mort, on ne va pas citer son nom. Donc aujourd'hui, dans 63 ans, moi je pense que nous devons faire un diagnostic sérieux et nous devons passer par la restructuration de beaucoup de choses. Lumumba a dit une chose, que l'histoire de Congolais ne sera écrite nulle part ailleurs qu'ici. Et moi j'ai toujours emprunté un passage biblique pour un peu le dévier. J'ai dit que le salut des Congolais ne venait ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des Congolais eux-mêmes. Donc, certes que aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est comme un village, mais il faudrait que le Congo arrive dans la dimension de construire une nation. Si nous n'arrivons pas dans la dimension de construire une nation, nous serons toujours dans les dislocations, nous serons dans les discours pamphlétaires, nous serons dans la dimension du tribalisme, du séparatisme, et tous ces mots-là bénéficient à l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui vient puiser, parce que c'est l'Occident qui vient détruire, et ce sont nos mamans, c'est nous qui perdons, le chômage s'accroît, la pauvreté s'accroît, et c'est au bénéfice de l'Occident, je pense. Voilà, la situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des divisions. Il y a des divisions. Et pourtant, il y a une seule cause qui devrait nous unir, c'est le retour de la paix à l'est de la République démocratique. Parce que si nous étions dans une dimension où la nation primée, nous avons construit une nation congolaise, vous allez comprendre que il y a certaines choses allaient être spontanées. Je donne un exemple. Pourquoi l'Israël aujourd'hui est un État fort? Est-ce c'est par ses minéraux, par son armement, ou c'est par sa nation? L'Israël s'est reconnu dans une nation. Cette appartenance identitaire-là, cette appartenance historique et culturelle, c'est ce qui forme l'Israël. Donc nous aussi, le Congo, nous devons, si on doit arriver à créer un État fort, parce que l'État dans une dimension, c'est juste une couverture qui est juridique, mais c'est dans la nation que tout doit se... Parce que la nation regorge même le monde spirituel, le monde des aïeux. Donc c'est dans la nation où tout doit se reposer. Créons cette force-là, comme le président Tshisekedi l'a toujours dit, cette unité-là. Le maréchal Mobutu avait commencé cet esprit-là, cet esprit nationaliste de pouvoir dire que Tata Bomoko, Mamba Momoko. Donc créons cette idée, cette manière de faire les choses en tout cas.
Voilà. Merci, M. Joe Mayele et M. Symphorien Kayembe. Peut-être un dernier mot, 30 secondes, 30 secondes. Quel est le message? Comment est-ce que le message voudra que les pays soient gérés, dirigés, pour que nous allons à l'émergence 63 ans après l'indépendance? En 30 secondes, et ça sera la fin. Okay, merci, madame. Je crois qu'il y a beaucoup de défis que nous devons relever par rapport à tout ce que nous avons déjà assisté. Aujourd'hui, les défis qu'il faut relever, c'est l'émergence d'une nouvelle élite politique capable de construire une production de développement. C'est pourquoi moi, je martèle plus sur l'unité nationale. Aujourd'hui, pour aller de l'avant, nous devons être unis et appuyer celui qui est là pour faire de façon plus patriotique que notre pays puisse sortir du gouffre que tout le monde est en train de voir, mais sans se rendre compte que nous sommes en train de rentrer des pas en arrière. Donc l'unité. Donc l'unité nationale aujourd'hui va favoriser à ce que les pays 30 secondes, vous également. Moi je pense que j'irai dans la même démarche que mon frère, c'est l'unité qui fait allusion à une nation, parce que ça, la construction d'une nation, tout ce que nous pourrions faire serait des blagues. Parce que si nous construisons la nation congolaise, vous allez comprendre que même face aux assauts de l'ennemi, nous serons forts. La nation congolaise va nous permettre à ce que nous puissions transcender la dimension des clivages, que ce soit les clivages ethno-tribaux, que ce soit des clivages politiques. Construisons une nation et je dis comme Lumumba, nous n'avons pas un autre patrimoine commun comme la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci à vous, M. Mayele et Kayembe. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous avons parlé ce soir de 63 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Les pays avancés ou reculés. Vous avez suivi les analyses et commentaires de nos deux invités à travers votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.